20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Levée du corps de Joe Wakam ce matin à l'hôpital principal. Amis, sympathisants et autorités ont fait le déplacement. Le chef de l'État présent à la cérémonie a loué les qualités de l'artiste qui repose désormais à Wakam, sa terre natale. Bilan officiel de Bitenti, 20 morts, importés disparus et 51 rescapés. Le ministre de la Pêche s'est rendu sur les lieux pour réconforter les familles des victimes. Oumar Gueye leur a remis 10 millions de francs CFA et 10 tonnes de riz. Le maire de Toubacouta, pour sa part, a profité de la cérémonie pour faire part de ses doléances. L'actualité politique marquée par Souleymane Ndiaye qui accepte la main tendue du chef de l'État. L'ancien Premier ministre Souad sera en direct avec nous au cours de cette édition pour s'en expliquer. Élection de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation. Des dysfonctionnements sont notés dans certains bureaux de vote. À Rufisque, le CELS authentique et l'UDEN annoncent une plainte contre le ministre de la fonction publique au sortir de ces joutes organisées pour la première fois dans le secteur. Et puis Dakar abrite à l'occasion de ses 20 ans d'existence le colloque international sur les soins néonataux et obstétricaux. Les travaux tournent autour de la santé maternelle et infantile. Les détails avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre. Issa Samb alias Joe Wakam a rejoint son ultime demeure. Il repose désormais au cimetière de Wakam. Le chef de l'État, Macky Sall, présent ce matin à sa levée du corps à l'hôpital principal, lui a rendu un vibrant hommage en rappelant l'engagement d'un artiste pluridisciplinaire. Idem pour ses amis, ses sympathisants qui se disent tous marqués par son humanisme. Mame Biram Diouf était à la levée du corps compte rendu. Hey. Ont tenu à être présents à cette cérémonie de levée du corps. Outre sa famille, amis et proches, le président de la République, Macky Sall, a adressé ses condoléances à la famille éplorée, la reconnaissance de toute une nation du patriotisme et de l'engagement de Joe Wakam, de son vrai nom. Issa Samb, c'est lui qui incarnait, dira-t-il, un humanisme total, des vertus et qualités qu'il savait partager dans ses actes de tous les jours. Ces personnes qui l'ont aussi côtoyé témoignent. C'était un homme bien, un homme respecté, un savant. Il a beaucoup fait pour le pays. Que ses efforts soient récompensés. Issa ci boppam mënul woon a tëdd ci lalu hôpital. À l'hôpital, il ne pouvait rester tranquille sur son lit, tellement il était préoccupé par le sort des autres malades à qui il apportait assistance. Tout ce qu'on lui donnait, il le distribuait. Joe Wakam, un homme qui servait son monde à travers ses œuvres et le combat qu'il menait en faveur des jeunes artistes. Il m'a beaucoup parlé des jeunes créateurs, en me disant je veux les éloigner du matériel, de l'argent. Je sais qu'il faut vivre de sa production, mais il faut faire en quelque sorte que le matériel ne domine pas la création. Et c'est pour cela qu'il a eu à former des jeunes poètes, il a eu à former des peintres, des dramaturges, parce que même sa technique d'écriture dans la dramaturgie était exceptionnelle. Handicapés qui sont dans la rue, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas d'abri. Il achetait des pousse-pousse, il achetait des chaises roulantes, il faisait tout. On ne peut pas dire les biens de Joe. J'ai connu Issa Samb en 1974. Il animait une manifestation avec Soleya Mama sous la case de Mermoz. Ensuite, nous sommes allés du côté du Cap Manuel pour travailler et réfléchir à une projection de la culture dans notre quotidienneté, dans le cadre du laboratoire Agitar. Et depuis lors, nous ne nous sommes jamais quittés. Rappelé à Dieu à l'âge de 72 ans, Issa Samb alias Joe Wakam repose au cimetière de Wakam.
Allez, revenons à présent sur le drame de Bitanti, un drame qui a plongé tout un village dans l'émoi suite à la mort de 21 femmes dans le chavirement d'une pirogue. Le maire de Toubacouta a réclamé l'érection de Bitanti en commune. Il recommande également le dragage du bras de mer, mais aussi et surtout un poste de santé pour cette localité. Il faut signaler que Bitanti fait jusque-là partie de la commune de Toubacouta. Nous écoutons le maire de Bitanti, Pape Seydou Djanko, dans ce reportage signé Ibrahima Diamé Amadouba. Bitanti plongé dans la douleur et la consternation pleure toujours ses morts. Bon, vraiment, dafa métti quoi, dafa métti, c'est scandaleux aussi. Sama ñaar jabar sama frère la ñu bokk nañ ci quoi. 21 morts et près d'une quarantaine de blessés, c'est le bilan du naufrage de cette pirogue qui avait à son bord 71 passagers. C'est tout le Sénégal qui est endeuillé. Avant-hier, c'était Medina Gounass. Aujourd'hui, c'est Bitanti. 21 victimes, c'est vraiment une catastrophe. Des hommes ont pleuré comme des femmes. Monsieur le ministre, le maire de la commune de Toubacouta, qui demande l'érection du village de Bitanti en commune, interpelle le gouvernement sur sa situation pour le sortir de son enclavement. Parce que l'enclavement est métier. L'enclavement est pénible. Pour obtenir une pièce d'état civil, il faut au moins payer 4 000 francs et faire le voyage sur Toubacouta. Donc c'est pourquoi, monsieur le ministre, nous voudrions que le gouvernement nous soutienne par rapport à cela. Nous souhaitons aussi le dragage de ce bras de mer parce qu'il est impossible de voyager en période de marée basse. Bitanti est un gros village niché au cœur des îles du Saloum avec une population d'environ 7000 habitants. Il est situé à 9 km du chef-lieu de commune de Toubacouta. Seule la pirogue reste l'unique moyen de transport pour s'y rendre. À présent, la visite du ministre de la Pêche chez les parents des victimes à Bitanti. Oumar Gueye, au nom du gouvernement, a présenté ses condoléances et promis que des mesures fermes seront prises pour le respect désormais du port du gilet de sauvetage. Une enveloppe de 10 millions et 10 tonnes de riz ont été remises aux familles des victimes. Le drame de Bitanti a, je le rappelle, fait 21 morts. Compte rendu, Ibrahima Diamé, les propos plutôt recueillis, Ibrahima Diamé Amadouba. Nous sommes ici, à Bitanti, envoyé par son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, suite à l'accident grave qui a eu lieu hier à Bitanti. Accident grave dû à un chavirement d'une pirogue avec la perte de 21 personnes, toutes des femmes qui étaient parties faire de la pêche, chercher des coquillages pour s'occuper de leur activité génératrice de revenus. Le président Macky Sall et son gouvernement, au nom de toute la nation sénégalaise, vous présentent ses condoléances les plus attristées. Le président nous a demandé d'attirer l'attention de toute la population sur la nécessité de mettre des gilets de sauvetage en cas de transport ou de pêche avec les pirogues. Ces gilets, chaque année, nous commandons 20 000 gilets. Les services régionaux en disposent et le président nous a demandé de rendre accessibles ces gilets à 2 500 au lieu de 5 000 francs. Donc, il y a suffisamment de gilets. Il faut les porter. Le nouveau code de la pêche en fait une obligation. Donc, il faut que nous redoublions de vigilance. Les autorités administratives, les élus locaux, les chefs de village, les notabilités, pour qu'avant qu'une pirogue ne quitte Bitanti, on doit vérifier que chaque personne dispose de son gilet et l'a mis effectivement. Andawen, c'est dans la commune de Mérina Ndakhar. Les habitants du village ont marché pour réclamer de l'électricité et de l'eau. Le seul forage qui alimente ce village est en panne. Une situation pour laquelle ils interpellent les autorités. C'est un reportage de Charanta Diop et Seylatir. Ndawen est à 1,3 km de Mérina Ndakhar, à 6 km de Ngaye Mékhé, un gros village. Les populations de cette localité se sont fortement mobilisées et ont soulevé des problèmes de divers ordres rencontrés au quotidien.
Le manque d'électricité, le forage qui alimente le village est en panne. La fois passée, on a tué ici une dizaine de serpents qui sont traversés ici en pleine nuit. Donc nos enfants ont le temps pour jouer ici la nuit et ils sont peur de sortir la nuit parce que les enfants se passent toujours par nuit. C'est ça, nous voulons l'électricité pour l'éclairage public parce que l'électricité fait partie de notre vie, c'est une nécessité. Nous avons aussi des problèmes d'eau. Nous savons un pompe ici, mais parfois on a des problèmes d'eau. Maintenant, si les autorités nous aident, nous pouvons accéder à l'eau et les femmes aussi ils peuvent faire la culture maraîchère. La goutte qui a fait déborder le vase, les villages frontaliers de Ndawen sont électrifiés et Ndawen est laissé en rade. L'obscurité est tellement grave ici, parfois il y a des voleurs qui viennent ici pour voler nos bétails. Tous les villages qui nous entourent ici, ils sont déjà électrifiés. Mais depuis lors, certes, nous avons fait certaines démarches, mais nous n'avons pas eu de satisfaction. Ici, le village de Béti, ça fait moins 1 km et il a été électrifié l'année passée. En 2008, avec le temps de Moudou Diop, les gens étaient venus ici pour mesurer les poteaux électriques, mais depuis lors, nous n'avons rien vu. Il n'y a pas de suivi. Maintenant, les élections arrivent d'ici juillet. Si nous n'avons pas eu des satisfactions avec nos problèmes, nous déclarons personnellement non grata à toutes les autorités issues de la commune. Toutefois, les habitants du village de Ndawen lancent un appel aux autorités locales comme étatiques pour que les actions prévues dans le cadre du PDC soient réalisées dans leur village. Parlons à présent des élections de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation et de la formation, une première dans l'histoire du Sénégal. Une élection avec des dysfonctionnements dans certains bureaux. Des secrétaires généraux de syndicats parlent même de sabotage dans le processus d'organisation. Reportage dans 2 bureaux de vote avec Aminata Mbaresso. 12 heures passées. Difficile de croiser un votant dans ce bureau installé au lycée Blaise Diagne de Dakar. Nous avons 1351 inscrits. Pour le moment, ça se passe bien. Pas en masse, mais ils viennent. Donc ça dépend aussi. Il y a certains qui préfèrent voter peut-être dans l'après-midi après leur cours. Élection de représentativité syndicale dans l'éducation et la formation. Pas de bousculade dans cette école. Il faisait 11 heures. On a un seul bureau de vote, donc un bureau de vote unique avec 808 inscrits. Là, ça se passe bien, les gens viennent, ils votent tout doucement, donc peut-être, c'est pas encore le rush quoi, mais peut-être d'ici à 13h l'heure de la descente, peut-être qu'il y aura un peu plus de monde. Une vieille doléance des syndicalistes qui se réalise, mais pour Ndongo Sarr, il y a des dysfonctionnements dans bien des centres. Ça peut faire avancer nos revendications. Voilà. Ça peut permettre aussi à l'État de savoir que nous existons. On nous signale tout près ici, au niveau du lycée Kennedy, mais de graves dysfonctionnements. De Joal, de Djouloulou, de Saint-Louis, de Mbour, de partout, on nous appelle donc pour nous signaler des dysfonctionnements. Vous avez des centres dans lesquels les listes qui ont été acheminées n'ont pas été les bonnes. Ou alors, vous avez des centres dans lesquels les bulletins pour certains collèges n'ont pas du tout été donc acheminés. Environ 95 000 inscrits sur le fichier électoral, 24 candidats pour la liste des enseignants du moyen secondaire, 27 pour le préscolaire et l'élémentaire. Une élection pour choisir les syndicats d'enseignants qui devraient siéger à la table des négociations. L'actualité politique à présent, elle est marquée par la réponse favorable que Souleymane Ndéné Ndiaye vient d'apporter à la main tendue du chef de l'État à Macky Sall. L'ancien Premier ministre Souad est d'ailleurs en ligne avec nous dans cette édition. Maître, bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous dites avoir répondu à la main que le chef de l'État a tendue à l'opposition. Alors cela veut dire concrètement quoi? Que vous rejoignez l'APR, que vous rejoignez la coalition Benno Bokk Yakaar? Il n'est pas question pour moi de rejoindre l'APR. Il s'agit plutôt pour moi de répondre à la main tendue par le président Macky Sall à Souleymane Ndéné Ndiaye, qui m'a désigné en tant que ayant partagé beaucoup de valeurs avec Monsieur le Président de la République, avec lequel il n'y a pas de distance idéologique. Et entre lui et moi, il y a une amitié plus que trentenaire et il m'a invité à venir travailler avec lui dans l'intérêt du Sénégal, en précisant qu'il sait que je suis dans un parti et que lui-même est dans un autre parti. Donc,
il n'est pas question, en tout cas pour le moment, de parler de Benno Bokk Yakaar ou de transhumance, ce que j'appelle transhumance, c'est quitter un parti pour aller vers un autre parti. Alors, Maître, pas question de cela. Maître, jusqu'ici, vous avez fait cavalier seul, vous avez même monté votre propre parti, l'UNP. Avec ce soutien, ne craignez-vous pas de provoquer la mort de votre nouveau-né et par ricochet d'entacher un peu votre crédibilité auprès de l'opinion publique? Je ne sais pas ce que ma décision va avoir comme conséquence au niveau de l'opinion, mais j'ai pris en toute responsabilité la décision de répondre à l'invitation que m'a faite Monsieur le Président de la République, par ailleurs mon ami Macky Sall. De toute façon, il s'agissait de prendre ses responsabilités. J'ai pris les miennes, d'autres ont pris les leurs, et je pense qu'en politique aussi, chacun prend ses responsabilités en fonction de ce qu'il sent comme étant la meilleure mesure à prendre pour le moment. Dans ce cas, quel sera l'avenir de votre parti, l'UNP? Alors, mon parti, notre parti est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Au moment où je vous parle, je suis en Casamance, en tournée politique, après avoir été la semaine dernière dans la région de Kaffrine et dans la région de Louga. Je vais parcourir la région de Ziguinchor, ou du moins quelques localités de cette région-là, dans le cadre de l'implantation de notre parti. Donc, nous préparons les élections législatives. Donc, il n'est pas question pour nous, bien que j'ai répondu à l'appel du président de la République, que cela rejaillisse sur la vie de notre parti de quelque façon que ce soit. Donc, il n'est pas question, en tout cas pour nous, de geler ou de ralentir notre marche vers les objectifs qui sont les nôtres, parce qu'un parti politique n'est pas avoir pour objectif que de conquérir et d'exercer le pouvoir. Pour l'instant, on n'en est pas là. On en est à répondre à une invitation que nous a faite le président de la République. Pour l'avenir, on avisera. Merci beaucoup pour ces précisions, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, qui était donc en direct avec nous au cours de cette édition. Au lendemain de la sortie du maire de la Médina, calme plat au niveau de la municipalité, les quelques employés trouvés sur place expriment leur satisfaction. Ils estiment tout de même que leur combat va se poursuivre jusqu'à ce que le maire de Dakar soit relâché à son tour. Fatou Bintou Conté y a fait un tour reportage. C'est le calme plat à la mairie de Médina, 24 heures après la libération du maire Bamba Fall. Mais pour autant, la joie et le sentiment le mieux partagés chez ses employés. Nous sommes très contents. C'est un soulagement qu'il soit revenu parmi nous. Du public. Nous sommes vraiment soulagés. Tout le monde était présent hier pour savourer cette victoire. Très satisfait de la libération de notre maire, qui nous a beaucoup manqué. Nous sommes tous très enthousiastes aujourd'hui. Un sentiment de satisfaction, vraiment, et je crois même que ça se lit sur nos visages quand même, vraiment. Les agents de la mairie crient toujours à l'injustice face à cet emprisonnement. Nous savons tous qu'il a été incarcéré injustement et sa sortie a été tardivement accomplie par le procureur. Et c'est pas normal. Des employés qui, comme leur maire, estiment que le combat est loin d'être fini. L'édile de la grande ville doit être aussi libéré. C'est une joie mais éphémère, car le maire de Dakar est toujours en prison, notre leader, et nous réclamons sa liberté. Il faut savoir que les habitants de la Médina s'étaient toujours donné corps et âme pour que leur maire soit libéré. Les femmes juristes sénégalaises sonnent l'alerte. En atelier hier à Guédiawaye, elles sont largement revenues sur l'application de la parité dans les commissions de l'Assemblée nationale. Ces femmes jugent attaquable devant la justice toute décision prise par ces commissions ou bureaux municipaux qui ne respectent pas la loi sur la parité. Je propose d'écouter les propos de Fatoumata Gueye, présidente de l'AJS. Ils sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Au niveau de l'AGS, chaque fois que des élections sont en vue, l'AGS dégage un plan d'action de formation et d'échange sur la parité. L'objectif, c'est
d'échanger avec les participants à cet atelier, des élus locaux, des femmes de développement, sur des stratégies d'effectivité de la loi sur la parité. Et pour qu'une fois l'Assemblée, les élections passées au niveau de l'Assemblée, que les instances, aussi bien le bureau que les commissions soient paritaires. En 2014, lorsque la loi, surtout son décret d'application, a été violé, il y a eu des recours qui ont été supportés par l'AGS et la décision, la Cour suprême a sorti des décisions pour l'annulation de certains bureaux et la réélection des bureaux, sauf celle du maire. Malheureusement, il faut dire que c'est des décisions de justice qui ne sont pas appliquées. À notre connaissance, jusque-là, seule la commune de Kermassar a eu à appliquer ces décisions de justice, a reconvoqué son conseil, a procédé à une nouvelle élection du bureau. Maintenant, nous sommes dans un état de droit. Normalement, ces décisions de justice devraient être appliquées. Mais c'est pourquoi l'AGS est en train de faire ce genre d'atelier de sensibilisation, de développer des stratégies et de continuer à porter le plaidoyer pour que quand même la loi sur la parité soit effectivement appliquée. Parlons santé à présent. Gynécologues, obstétriciens et pédiatres échangent sur la santé de la mère et de l'enfant. Le ratio de la mortalité maternelle est de 392 pour 10 000 naissances vivantes, en 2016. L'hémorragie est pointée du doigt pour les mamans. Chez les nouveau-nés, c'est l'asphyxie qui reste le problème. Des efforts sont tout de même notés avec le recrutement massif du personnel de santé. Eh bien, c'est ce qui est sorti du colloque international sur les soins néonataux et obstétricaux organisé par le CEFOREP et qui s'est ouvert ce matin dans notre capitale. Compte rendu Fatima Taba. Le couple mère et enfant au cœur des débats entre gynécologues, obstétriciens et pédiatres. Le taux de mortalité maternelle et néonatale étant toujours significatif, ces spécialistes font le point. On a eu au Sénégal une baisse parce qu'on est quand même passé de 512 dans les années 2000, au début des années 2000. Et actuellement, on pense qu'on est autour de 310 pour 100 000 naissances vivantes en termes de ratio de mortalité maternelle. Mais ça, c'est un chiffre qui cache beaucoup d'autres indicateurs. La principale cause de décès chez les femmes en couche reste l'hémorragie. Pour les nouveau-nés, l'asphyxie, le gros problème. On peut avoir, bien entendu, ce qu'on appelle une asphyxie périnatale, c'est-à-dire toutes les situations où les complications de l'accouchement ont fait qu'à un moment donné, le nouveau-né n'a pas bénéficié de l'oxygène nécessaire. Entre autres complications, on peut avoir également certaines complications qui sont liées à des traumatismes subis par le nouveau-né pendant l'accouchement. On parle de traumatisme obstétrico-néonataux. Si on analyse les causes de la mortalité maternelle, la première cause, c'est l'hémorragie qui survient pendant l'accouchement, mais surtout immédiatement après la sortie du bébé, que nous appelons l'hémorragie du postpartum. C'est la première cause de décès maternel au Sénégal, et qui dit hémorragie dit sang. Donc on a une grande difficulté concernant la disponibilité des produits sanguins. Même si des efforts sont consentis, il reste encore beaucoup à faire de l'avis de ces spécialistes. Si on prend les ressources humaines, du côté des sages-femmes, il y a eu des améliorations. Mais il reste encore beaucoup d'efforts à faire en ce qui concerne la disponibilité des gynécologues obstétriciens et des pédiatres. Alors du point de vue même des fonctions, parce que les soins obstétricaux d'urgence, ce sont des fonctions qui doivent être en place. Le colloque international sur les soins obstétricaux et néonataux est organisé par le Centre régional de formation, de recherche et de plaidoyer en santé de la reproduction à l'occasion de ses 20 ans. Voilà, nous restons avec ce colloque qui s'est ouvert aujourd'hui. Plusieurs spécialistes en gynécologie, ils sont venus des autres pays africains. Ils sont actuellement à Dakar. L'objectif, c'est de réduire, je vous le disais tout à l'heure, la mortalité néonatale et maternelle. Prétexte pour parler de l'accouchement en position de siège. Un accouchement normal, mais qui reste à risque. Reportage Fatou Kinedem. Avec cette position, la tête du bébé ne vient pas en premier comme dans bien des cas d'accouchement. Ici, les pieds et l'abdomen se présentent d'abord. Il s'agit d'un bébé en siège et c'est parti pour des manœuvres.
lorsqu'on a un arrêt de la progression du fœtus au cours de l'accouchement, on va d'abord donc procéder à une traction du fœtus, comme on l'a fait tantôt, dans l'axe ombilico-coccygien, donc vers le bas, pour d'abord dégager le siège. Ensuite, on va procéder à une anse au cordon. Ensuite, on procédera, le deuxième temps de l'accouchement, c'est l'accouchement des épaules avec la manœuvre de l'offset, n'est-ce pas? Donc, qui a consisté à faire des rotations avec le fœtus, et on termine ensuite par l'accouchement de la tête dernière. Beaucoup de prudence pour éviter les risques. Il peut y avoir des complications fœtales à type de fracture, donc de la clavicule, du bras, ou alors des élongations du plexus brachial que l'on peut également rencontrer dans ces cas-là. Réanimer, ventiler de cette manière. Ce n'est pas fini, un contrôle à côté. Est-ce que le bébé se porte bien? Faut-il le réanimer? Dans un premier temps, il s'agira d'abord d'aspirer pour donc libérer les voies aériennes supérieures. Une fois que cela a été fait, on va essayer de voir maintenant est-ce que le bébé respire de lui-même. S'il n'y parvient toujours pas, à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a toujours une activité cardiaque. Donc, rares sont les cas d'accouchement en position de siège constatés. Si les accidents sont aussi rares, l'assimilation est capitale pour les prestataires de santé, cela en vue d'éviter les complications. Parlons de tout à fait autre chose à présent, de l'économie. L'analyse des données au service de la gestion efficace de nos frontières. C'est autour de ce thème que se déroule la 22e conférence des directions générales de douane d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les soldats de l'économie vont réfléchir sur le numérique et les échanges d'informations, entre autres. Objectif, mieux faire face aux menaces terroristes dans nos frontières. La rencontre se tient du 22 au 28 avril à Dakar. Le compte-rendu est signé d'Issa Préra. À Dakar, la 22e conférence des directeurs généraux de douane d'Afrique de l'Ouest et du Centre parleront d'échanges de données numériques, d'intégration sur le plan informatique, entre autres sujets d'actualité, le tout pour faire face aux menaces terroristes. Nous allons beaucoup parler de numérique, de la gestion des frontières, de l'échange de données, des modalités de l'intégration, en tout cas sur le plan informatique. Nous parlerons aussi du plan stratégique régional pendant cette période. Nous parlerons aussi des enjeux liés à tout ce qui est criminalité transnationale. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes face à la menace terroriste multiforme. La criminalité transnationale organisée, le trafic de drogue, le trafic de médicaments. Nous sommes face à beaucoup de phénomènes criminels pernicieux. Et donc les douanes, compte tenu de leur position aux frontières, sont interpellées au premier plan sur ces questions-là. Sur la question du trafic de voitures en provenance d'Europe, la douane rassure, le Sénégal n'est aucunement une plaque tournante de ce trafic. Les forces de douane et de sécurité veillent au grain. Il paraît que le trafic de voitures de l'Occident a comme base arrière le Sénégal. Non, je ne le pense pas. C'est-à-dire que le trafic de voitures ne peut pas avoir comme base le Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal est interpellé, comme tous les autres pays de l'Afrique, sur ces questions criminelles. Le Sénégal n'a pas une plaque tournante, d'autant que nos forces de sécurité et de défense sont particulièrement bien organisées et veillent au grain. Donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Pour la deuxième fois, le Sénégal accueille la conférence des directeurs généraux de douane d'Afrique de l'Ouest et du Centre, membres de l'Organisation mondiale des douanes. Cette 22e conférence a pour thème l'analyse des données au service de la gestion efficace de nos frontières. Randonnée pédestre organisée par le mouvement Action solidaire de Sédhiou pour le développement. Objectif, sensibiliser les populations sur le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, ces deux cancers qui touchent les femmes, et aussi le diabète. Bakary Conté pour la correspondance. Sédhiou, un plateau technique sanitaire très faible, le MAS, Mouvement Action Solidaire pour le développement de Sédhiou, a organisé une randonnée pédestre pour sensibiliser les populations sur le cancer du sein, cancer du col de l'utérus, entre autres le diabète. Que le ministre a organisé avec des médecins, une association de médecins de Dakar, pour créer une journée médicale le 29 et le 30 pour dépister
c'est le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein et aussi le diabète. Bon, par rapport au cancer du col de l'utérus, c'est une maladie que toutes les femmes peuvent avoir. Mais le problème, c'est comment avoir accès au dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est un coût élevé. Maintenant, si on a la grâce de Dieu et une bénédiction comme ça qui arrive à nous, on veut que tout le monde en profite. C'est un cadeau du ciel, comme je l'ai dit hier à la radio, que toutes les femmes viennent, que toutes les populations aussi, que ce soit les populations éloignées, les villages, les communes. On ne pouvait pas amener ça dans les villages parce qu'il fallait un plateau médical spécial. Mais si on pouvait le faire, on est là dans toutes les régions, tous les villages éloignés de Sédhiou pour que les femmes puissent en bénéficier. Le mouvement est né pour défendre les intérêts de Sédhiou et soutenir toutes les actions de développement dans la région d'Ipaka ou Balantakunda. Le mouvement, c'est un mouvement qui est un mouvement solidaire et d'action pour le développement de Sédhiou, qui a été créé par des cadres de la région, des gens qui sont mis ensemble pour voir quels sont les problèmes de Sédhiou. Parce que Sédhiou, comme le ministre Jean-Pierre Senghor l'a dit souvent, et en même temps c'est lui le parrain du mouvement, il dit que Sédhiou, c'est une région sinistrée. Il y a tant de projets qui existent à Sédhiou, des milliers de projets. On nous dit qu'il y a des milliards qui rentrent à Sédhiou. Mais Sédhiou n'a rien vu. Sédhiou ne vit presque plus. Sédhiou n'a pas de route. Sédhiou n'a pas les médecins qu'il faut. Après cette randonnée pédestre, des consultations gratuites sont prévues dans les jours à venir. Hors de chez nous, l'actualité internationale nous mène au Nigeria, au Cameroun, au Gabon et en Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao, qui abrite désormais le siège de l'Organisation internationale du cacao. Le récit de ce tour d'horizon international est signé Daniel Diouf. L'Organisation internationale du cacao, l'ICCO, implantée depuis 1973 à Londres, a inauguré mardi son siège à Abidjan. La Côte d'Ivoire, le premier pays producteur de cacao. Après 44 ans d'activité à Londres, le siège de l'organisation emménage dans un bâtiment réhabilité d'Abidjan, dans un contexte tout de même où le marché mondial connaît un trou d'air, avec les producteurs ivoiriens qui perdent 37% de leurs revenus habituels. Au Gabon, après la longue grève qui a paralysé le secteur de l'éducation nationale, la vague des mouvements sociaux s'abat sur les régies financières. Depuis une semaine, les grèves d'avertissement aux impôts et à la douane se sont transformées en grève générale illimitée. Difficile de payer ses impôts, mais surtout très dur pour les transitaires de sortir des marchandises du port ou de l'aéroport. Les agents revendiquent notamment les intégrations dans la fonction publique, les reclassements, les titularisations, l'assurance maladie complémentaire. Au Cameroun, le tribunal militaire de Yaoundé a prononcé lundi une peine d'emprisonnement ferme de 10 ans, assortie d'une lourde amende de près de 56 millions de francs CFA, environ 85 000 euros, à l'encontre du correspondant de Radio France Internationale en Haoussa. Le tribunal militaire l'a jugé coupable de non-dénonciation et blanchiment du produit d'un acte terroriste. Le journaliste risquait la peine de mort. Ses avocats ont réussi à ramener la peine à 10 ans de détention, le minimum dans les cas de blanchiment. Ils ont dû mettre en avant la conduite exemplaire du journaliste depuis son arrestation et le fait qu'il n'a jamais été impliqué dans la moindre affaire. Sa défense a annoncé qu'elle allait faire appel de ce verdict. Et puis, pour une deuxième fois, le président Muhammadu Buhari du Nigeria ne s'est pas rendu au Conseil des ministres après son absence constatée ce mercredi. Selon la présidence nigériane, il est en train de se reposer. C'est à son vice-président qu'il a demandé de présider le Conseil des ministres de ce mercredi. Pour rappel, le président Buhari, âgé de 74 ans, avait effectué un voyage de 8 semaines à Londres pour recevoir des traitements médicaux. Pendant son absence, son vice-président avait assuré l'intérim. Pour l'heure, le mal dont il souffre n'est pas communiqué. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programme sur la TFM. Excellente soirée. À demain.